présence. Je prends un petit mot pour présenter Anthroposphère, qui est donc l'association des étudiants d'anthropologie et sociologie de la faculté. Si vous avez envie de nous rencontrer et d'organiser des événements avec nous, évidemment, vous êtes les bienvenus. Camarades étudiants, je vous invite à nous rejoindre à la fin de la conférence. Et je remercie infiniment, évidemment, nos amis de Coude à Coude et les amis du monde diplomatique qui nous ont aidés à faire cette conférence, à l'organiser, cette rencontre. Et puis aussi, évidemment, tout le public présent, tous les amis qui ont permis que cette conférence, cette rencontre soit un véritable succès, visiblement, et ça fait vraiment plaisir. Merci. Je vais présenter rapidement Jacques Rancière, et puis on va commencer sur une partie entretien. Et puis ensuite, on passera la parole au public. Il y aura un micro qui va circuler dans la salle. Et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Alors, bonsoir Jacques Rancière et bienvenue à la faculté à l'ASH, Aix-Marseille Université. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 8 et vous avez écrit, coécrit et dirigé une cinquantaine d'ouvrages. Œuvre foisonnante dans laquelle nous entrerons en discutant du thème de l'émancipation. Pour vous présenter succinctement à nos amis auditeurs, vous commencez votre parcours intellectuel à l'école normale supérieure, où vous étudiez notamment auprès de Louis Althusser. C'est à cette époque que vous publiez votre première contribution dans le livre Lire le Capital, publié en 1965, qui est un recueil d'études sur le capital de Karl Marx, écrit après un séminaire que vous avez organisé sous la direction du professeur de l'époque. Vous vous éloignerez néanmoins rapidement de la pensée de Louis Althusser. En fait, si celui-ci avait été l'occasion de faire réapparaître la pensée de Marx, il en avait aussi été le fossoyeur, puisqu'en décalage profond, selon vous, avec les aspirations de la jeunesse et les mouvements populaires de 1968. Ainsi, critiquer la pensée d'Althusser, c'est montrer cette contre-révolution, la transformation d'une pensée de la subversion en une pensée de l'ordre, en quelque sorte l'abandon de l'émancipation au profit de la domination. Ce travail sur ce que vous avez appelé contre-révolution, et que l'on peut accoler, me semble-t-il, au terme de néolibéralisme sans trop trahir, commence à cette période où il ne s'est jamais vraiment fini et a notamment initié chez vous toute une pensée de la question politique enroulée autour du thème de l'émancipation, de la démocratie et du lien entre politique et esthétique. L'émancipation, vous la pensez dans la nuit des prolétaires de votre thèse d'État publiée en 1981. Vous y racontez l'histoire d'une génération d'ouvriers saint-simoniens. Il s'agit ici d'observer le parcours de quelques centaines d'ouvriers, tout au plus, choisissant de briser le cycle du jour et de la nuit, de s'instruire de nuit, créer des journaux d'ouvriers, écrire des poèmes, se hisser en somme au rang de porte-voix du prolétariat. Et comme vous l'avez écrit très justement dans l'avant-propos de sa réédition, pour que la protestation des ouvriers ait une voix, il faut que ces gens-là se soient déjà fait autres. Dans la double et irrémédiable exclusion de vivre comme les ouvriers et de parler comme les bourgeois. Ce sont ces personnes qui, selon vous, en choisissant de sortir du cadre classique du dominant et du dominé, ont forgé l'identité ouvrière, expérimentant de leur propre chair l'émancipation. Ce détour par la lutte des prolétaires est important parce que je pense qu'il nous importe aussi. L'exemple de ces personnes est inspirant. Il est une invitation à penser et pratiquer l'émancipation. On lit chez ces ouvriers le souhait de permettre l'instruction sans distinction et l'invitation de tous à s'essayer aux sciences, arts et industries, et partageront les postes ceux qui seront jugés les plus capables. Selon vous, et je cite la mésentente, il n'y a aucun principe naturel de domination d'un homme sur l'autre. Cette notion de domination est un mythe inventé, auquel on veut bien croire et qui masque au fond la réalité politique du monde. Le problème est celui de l'égalité. On vous a vu écrire que le terme de social est celui qui recouvre aujourd'hui ce que la philosophie politique avait à penser avant, et que dans son sillage, la science sociale travaille à penser. En parlant de cela, peut-on dire que les sciences sociales ont pour objectif de penser l'émancipation possible? En effet, Émile Durkheim n'affirmait-il pas la chose suivante dans De la division du travail social? Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de les mieux résoudre. En somme, on a souhaité vous inviter pour penser une figure souvent impensée des sciences sociales. L'impensable a souvent dit parce qu'il s'agit d'une forme abstraite et si peu facile à observer,
Elle n'a ni coordonnées ni identité. Elle prend forme en des lieux et des temps qui pourtant sont ceux que nous vivons. Bienvenue, Jacques Rancière. Et justement, c'est sur ce rapport que pourraient entretenir les sciences humaines et sociales avec le sujet de l'émancipation que nous commencerons notre série de questions. Nous vous demandons, Jacques Rancière, si les sciences humaines et sociales, telles que la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, ont un rôle à jouer dans la pensée de l'émancipation, ou doit-elle se cantonner au champ de la philosophie et plus précisément de la philosophie politique? Bon, merci. Merci pour votre invitation, pour l'organisation. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont ici aussi ce soir. Bon, alors, disons que mon point de vue, ma position ici est une position un peu délicate, quoi, parce que je suis connu pour avoir quand même mis en cause les sciences sociales et leur prétention à intervenir effectivement sur les sujets de l'émancipation. Donc j'essaye un petit peu de dire comment je vois les choses. Il me semble que bon, il y a quelque chose comme tout un historique derrière qu'il faut toujours tenir, disons, un petit peu présent à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, un rapport de tension originelle entre sciences sociales et émancipation. Pourquoi? Parce qu'avant les sciences sociales comme discipline universitaire, forme de savoir, il y a la science sociale. Et la science sociale au XIXe siècle, bon, ça a été un projet qui, d'une certaine façon, était un projet en quelque sorte, disons, de réaction, ou disons, en tout cas de tension par rapport aux volontés émancipatrices. C'est-à-dire les sciences sociales, ça a été, la science sociale plutôt, telle qu'elle a fonctionné au XIXe siècle, et notamment à travers les penseurs anti-utopistes, ça a d'abord été quelque chose comme justement un projet de réorganisation de la société, pour les uns, projet de réorganisation après la Révolution, parce que la Révolution avait détruit en quelque sorte les formes anciennes du lien social, et par conséquent, il fallait réorganiser la société. Pour les autres, parce que la Révolution, disons, tous les troubles révolutionnaires, avait montré effectivement, disons, la nécessité, on peut dire, de la transformation de la société, mais en même temps, disons, c'était avéré, disons, incapable de le faire, et par conséquent, à ce moment, la science sociale se présentait un petit peu comme le moyen scientifique de réaliser ce que les mouvements révolutionnaires, les mouvements républicains cherchaient enfin. Donc, voilà, si on prend le projet des gens qu'on a appelés utopistes, mais qui eux se pensaient comme des gens comme des scientifiques, des hommes réalistes, bon, c'était ça. C'est ça, à savoir finalement mettre, on peut dire, vraiment une science de l'organisation sociale à la place, et ça veut dire quand même aussi un peu à l'encontre, quoi, de tous les mouvements un peu turbulents, disons, portés par la volonté d'émancipation. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle le premier temps de la science sociale. Et puis il y a le deuxième temps de la science sociale, qui est surtout illustré par la figure marxiste, où il faut dire l'émancipation, on peut dire là, on est bien là, mais en même temps l'émancipation est pensée comme bon, le résultat de la science, c'est-à-dire que c'est la science, c'est lié, on peut dire, trois fois en quelque sorte au projet révolutionnaire. Premièrement, comme science de la société qu'il s'agit de révolutionner. Deuxièmement, comme savoir qui doit armer les combattants. Et troisièmement, comme science de la réorganisation de la société quand la révolution a triomphé. Donc voilà. Deuxième temps, en quelque sorte, il y a ce lien entre sciences sociales et émancipation. En même temps, un lien qui est encore aussi un lien de tension, parce que d'une certaine façon, l'émancipation est pensée comme pour un résultat. L'action des partis ouvriers dirigés selon les principes de la science sociale doit en quelque sorte produire une société émancipée. Donc je veux dire qu'à un moment où au fond, l'émancipation se pense elle-même comme un point de départ, comme quelque chose, comme un saut finalement dans un autre mode d'existence, une autre manière de vivre, en même temps, disons, la science sociale se présente comme la condition. Donc il y a cette espèce de tension qui est très forte dans la figure marxiste, à savoir d'un côté, l'émancipation est auto-émancipation, donc
l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, mais en même temps, elle sera aussi l'œuvre des travailleurs instruits par la science, science dont, disons, tous les tenants de la théorie le rappellent un peu assez régulièrement qu'elle doit être importée de l'extérieur dans ce mouvement ouvrier qui est censé s'émanciper de lui-même. Bon, ça, je dirais, c'est le deuxième temps, en quelque sorte, de la science sociale. Bon, ce dans le quoi on vit, c'est quelque chose comme un troisième temps. Un troisième temps, c'est-à-dire que la science sociale n'existe plus comme projet de réorganisation de la société. Il existe les sciences sociales. Et les sciences sociales, ce sont des sciences qui existent, qui sont des disciplines enseignées à l'université. C'est-à-dire que le premier, malgré tout, objectif en quelque sorte d'un enseignement des sciences sociales, c'est effectivement d'apprendre aux gens quelque chose qui sera sanctionné par des examens, par des doctorats, qui fera d'eux éventuellement des gens qui à leur tour transmettront ces savoirs. Donc voilà, il y a cette forme en quelque sorte d'intégration, des sciences sociales comme matière d'enseignement. Non. Alors il faut quand même se souvenir que précisément les deux premiers temps de la science sociale c'est quelque chose qui existe, on peut dire en dehors des institutions, en dehors des institutions étatiques, en dehors de l'université. Donc ce troisième temps, on peut dire, c'est le temps où la science sociale sont plurielles, les sciences sociales sont en quelque sorte enseignées à l'université, ce qui veut dire aussi d'une certaine façon qu'elles sont enseignées avec le statut de science qui est considéré, comme convenant, c'est-à-dire avec l'idée de la neutralité de la science. Donc la science n'a pas, à se présenter comme un projet d'armement du prolétariat ou comme un projet de société future. Donc c'est en quelque sorte ce troisième temps qui est un temps en quelque sorte, je dirais, un peu contradictoire, quoi. Où d'un côté, les sciences sociales, c'est de la science, donc ça obéit à en quelque sorte toute une axiologie de la science, quoi. En même temps, c'est la science sociale, c'est-à-dire que la science s'occupe de la société, de sa structure, en particulier de toutes les formes d'inégalité qui ont créé une question sociale. Donc une espèce de tension qui est souvent, d'un côté, la science sociale est une science neutre, d'un autre côté, elle s'occupe malgré tout d'un objet qui demande des formes d'intervention. Ce qui a créé éventuellement, je parle un peu de mon temps, de ma génération, les années 60-70, une espèce de tension en quelque sorte, où évidemment les sciences sociales sont dans ce nouveau statut installé comme science, en même temps avec comme une espèce de mauvaise conscience parce qu'elles ne sont plus des sciences des sciences de l'intervention. Elles enseignent les lois de la domination, mais elles n'enseignent pas la manière d'en finir avec la domination. D'où cette espèce de mauvaise conscience, dont quelquefois, c'est un peu le moment dont je parlais, les sciences sociales, notamment la sociologie, à chercher en quelque sorte à transférer la mauvaise conscience, c'est-à-dire que la mauvaise conscience des sociologues, en tant que gens qui ont la science de la société et en même temps ne la transforment pas, quelquefois, effectivement, c'est transformé un peu en espèce d'aigreur contre, d'autres disciplines, notamment contre la philosophie, par exemple. C'est-à-dire une espèce de transfert de la science sociale qui était peut-être un petit peu d'opération spécifique, un petit peu d'humeur spécifique, notamment de Bourdieu et de son école, à une certaine époque. Il est clair que là encore, on n'en est plus là maintenant, mais on reste effectivement dans cette espèce de situation, malgré tout, effectivement, de sciences qui ont affaire à un monde qui est un monde de l'inégalité sans être des instruments de l'émancipation. Alors je dirais qu'à la question, est-ce que les sciences ont un rôle à jouer dans l'avancée de l'émancipation, je dirais que, bien sûr, je dirais que elles ont un rôle à y jouer précisément si elles peuvent être autre chose que des sciences en quelque sorte qui finissent par enseigner la nécessité de la domination. Disons qu'elles sont des sciences dans la mesure où, au fond, elles sont des sciences utiles, des savoirs utiles peut-être à un projet émancipateur, dans la mesure où elles sont en quelque sorte ouvertes à tout ce qui peut mettre en doute, mettre en question
question leur propre certitude quant au fonctionnement de la société, quant au fonctionnement de la domination. Ça, c'est un premier point. Donc, bien sûr, il y a un tas de savoirs, toutes sortes de savoirs peuvent être utiles à un projet émancipateur, avec peut-être quand même cette espèce de, malgré tout, de corollaire, quoi, à savoir que je pense que ces savoirs sont utiles pour autant aussi que ceux qui les portent, ceux qui essayent de s'en servir, sont en mesure de se défaire eux-mêmes, au fond, de la position de ceux qui savent. Et alors justement, peut-être pour continuer sur cela, j'entendais, il y a eu le festival de l'école des études en sciences sociales à Marseille récemment, et il y avait Marielle Massé qui avait invité pour parler de la banalité du mal. Et elle disait qu'on ne désobéit jamais de façon sémantiquement pleine. Et elle continue en disant que la seule chose qui nous permet de ne pas être indifférents au savoir, en fait, la seule chose qui nous permet de ne pas être indifférents, c'est les savoirs, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je connais pas parfaitement le contexte, si vous voulez, donc dans lequel elle a dit, bon, elle a dit ça, donc je réponds à ce que je comprends de la question, ce que je comprends du problème. Bon, d'abord, le premier problème, c'est évidemment savoir ce qu'on entend par obéir. Et évidemment, obéir se dit en deux sens. Obéir se dit au sens propre, à savoir qu'il y a quelqu'un qui vous donne un ordre, et puis on suit cet ordre. Il y a une autorité qui vous commande, et disons, on subit le commandement de l'autorité qui vous contraint. Mais bon, il y a aussi, bien sûr, le sens figuré, au sens où il n'y a personne qui est là pour vous dire tu dois faire ça, mais en même temps, on sait qu'on doit faire ça. C'est-à-dire, plus exactement, on sait que finalement, bon, on a un rôle à tenir, quoi. Donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'ordre, mais en même temps, bon voilà, on fait partie d'une machine, une machine scolaire universitaire par exemple, bon, qui attend quelque chose de vous. Mais par conséquent, je dirais à ce moment-là, obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on peut se conformer en quelque sorte à au fond, un rôle social qui vous est assigné, sans avoir pour autant, disons, aucune décision d'obéir jamais. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est important, peut-être dans l'époque que nous vivons, quoi, où effectivement, je dirais que, bon, dans la plupart des cas, bah, voilà, nous obéissons au sens de, voilà, il y a une règle du jeu, nous suivons la règle du jeu, nous y jouons notre rôle, et en même temps, nous n'obéissons jamais, nous refusons toujours de penser comme des gens qui obéissent à un ordre. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans des situations, je dirais, d'obéissance passive, où finalement on suit un peu ordinaire des choses, quoi. Bon, moi, ce qui m'a fait un peu réfléchir là-dessus, bon, il se trouve que récemment, j'ai écrit un petit livre sur les nouvelles de Tchekhov. Les nouvelles de Tchekhov, il les écrit donc, à la fin du 19e, donc après l'abolition du servage, on est dans un pays qui est soumis à l'autocratisme, aussi dans un pays où, disons, se créent des mouvements contre l'autocratie, se créent des mouvements socialistes. Et disons, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il décrit absolument pas. Il parle toujours de la servitude, mais il décrit absolument pas des gens justement qui sont sur un talon de fer, qui sont sous la botte du pouvoir, sous la botte de l'autorité, de l'exploitant. Non. Il décrit des gens finalement qui obéissent dans la mesure où simplement ils suivent une sorte de cours ordinaire des choses. Autrement dit, il y a pour la servitude dans ces nouvelles, et cause d'elle-même. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vous ordonne, mais au fond la servitude produit des dispositions qui font que voilà, on continue tout pareil. Quoi. Au fond, on reproduit les mêmes gestes, les mêmes attitudes, et puis voilà, et ça crée quelque chose comme une espèce d'incapacité finalement d'accéder à la liberté. Non pas parce que, disons, on est absolument écrasé, mais parce que la liberté c'est un domaine où on saura très bien ce que c'est, on saura très bien ce qu'il faut y faire. Dans le monde de la servitude, on sait ce qu'on a à faire. La liberté, on sait plus très bien ce qu'on a à faire. Bon, alors comment penser le rôle du savoir par rapport à ça, quoi? Bon, alors l'idée que le savoir supprime l'indifférence, encore une fois, je n'ai pas le contexte, quoi. Mais en même temps, disons, si je prends la phrase comme ça, le savoir supprime l'indifférence, ça me paraît être une affirmation problématique, quoi. Affirmation problématique.
Bon, je me permettrai encore, bon, après ça j'arrête, hein, de revenir aux nouvelles de Tchekhov. Bon, il y a une nouvelle de Tchekhov qui est très significative, qui s'appelle Salle 6. La salle 6, c'est la salle des fous, dans un hôpital d'un petit bled de province, au fin fond de la Russie profonde. Et disons, une salle, donc la salle des fous, dans un hôpital qui n'est pas trop raisonnable, un hôpital complètement minable, et dans lequel évidemment la salle des fous, c'est l'horreur des horreurs. Quoi. Et en même temps, c'est une description un peu terrifiante, puisque bon, l'histoire même de la nouvelle, c'est que le médecin de la salle des fous, Ragin, à la fin, il va être lui-même enfermé dans la salle des fous. Donc il deviendra le patient de la salle dont il était le médecin. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, bon, à l'époque, il y a quelqu'un qui serait cette histoire de la salle des fous, de la salle 6 a beaucoup impressionné, c'est Lénine. Et bon, Lénine, il dit que, voilà, qu'il a vu ça, qu'il a passé une journée comme ça un peu à pas pouvoir en quelque sorte sortir de ça, avec l'idée que la salle 6, ça décrivait en quelque sorte pour la Russie tout entière, à savoir cette espèce de monde de la servitude et en même temps de l'absurdité qui était de la Russie autocratique. Par conséquent, la salle 6 fonctionne en quelque sorte pour lui comme une description de la réalité qu'il faut transformer et que la révolution doit transformer sous sa direction, en tout cas sous la direction du parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette position n'est pas du tout celle de Tchekhov. Tchekhov, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Ce qui l'intéresse, c'est le médecin lui-même, à savoir Ragin. Pourquoi est-ce qu'il finit comme fou alors qu'il était médecin au départ? C'est parce que dès le départ, au fond, c'est quelqu'un qui sait trop de choses. C'est-à-dire, non seulement il est savant comme médecin, mais en plus il sait qu'il n'a aucun moyen d'appliquer sa science sérieusement dans cet hôpital. Parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le matériel médical, qu'on est au fin fond de la province, que tout le monde vole tout le monde, que l'intendant, tout le personnel, vole tout le monde, que la municipalité, tout ça s'en fiche complètement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il sait en quelque sorte? C'est qu'il sait que ce lieu où la science doit s'exercer est en même temps un lieu qui dépend de la société globale. Et comme c'est la société globale, il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le résultat, c'est que, bon, Tchekhov, Ragin, on décide que ça ne sert à rien de faire croire aux gens qu'on les soigne. Ça ne sert à rien de jouer le rôle finalement du bon médecin ou du bon pasteur. Il faut laisser aller les choses. Quoi. Et parce que de toute façon, c'est la société globale, il faut attendre qu'elle change pour que les choses changent. Quoi. Et donc, effectivement, ce qui intéresse Tchekhov, c'est la responsabilité, au fond, précisément du savant, qui d'une certaine façon, précisément, est indifférent parce qu'il en sait trop. Il sait comment ça fonctionne, il sait comment fonctionne la société. Donc voilà, effectivement, on peut être dans une position d'indifférence radicale. Indifférence radicale qui sera retenue par le fait qu'effectivement, entre le médecin et le malade, il n'y a pas de différence, et que le médecin finira comme malade. Quoi. Donc voilà, ce qui me paraissait intéressant, là c'est cette espèce d'idée que bon, la connaissance peut être aussi bien, non pas l'arme de l'émancipation, mais la connaissance peut être, et très souvent, on peut dire, l'arme de la résignation. On sait comment ça fonctionne. Et je pense que c'est quelque chose qui, bon, un peu, qui nous parle assez fortement de notre situation, où précisément, on a énormément de sciences. Bon, les sciences sociales ont essayé, ont été reprises. Disons, il n'y a pas le moindre journaliste qui ne sache qu'il y a un petit peu de teinture de sociologie, de sciences sociales, un peu de teinture, et qui ne sache en quelque sorte vous expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Et donc, on a finalement une espèce de... Voilà, on est dans un monde où on sait tout. Quoi. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on obéit? On obéit parce que précisément, parce qu'on sait tout, qu'éventuellement, on a au moins, disons, à côté de la résignation, la satisfaction d'être ceux qui savent un petit peu comment ça fonctionne, quoi, et pourquoi on se résigne. Donc voilà, ce qui est important, je crois, là-dedans, c'est que, voilà, l'important, c'est pas la connaissance, c'est l'affect qui accompagne la connaissance, l'affect dans lequel elle s'inscrit. Et au fond, voilà, on est un petit peu, à mon avis, un petit peu comme le médecin Ragin, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'affect de la science triste, quoi. De l'affect qui fait qu'on sait très bien pourquoi c'est comme ça, et en même temps, bon, ça ne nous arme pas, quoi. Et par rapport à ça, justement, je pense que, pour en revenir à l'émancipation, je crois que c'est au cœur de l'émancipation, c'est précisément quelque chose comme une rupture, quoi. C'est-à-dire que
c'est le moment où on ne dit plus, on sait tout ça, on n'a plus rien à nous apprendre. C'est-à-dire, pour l'émancipation, je dirais, c'est quelque chose comme la vertu de ne plus vouloir savoir. L'ouvrier émancipé, le prolétaire émancipé, c'est quelqu'un qui a la place, c'est pourquoi il est là, connaît un petit peu la plus-value, tout ça, qui est exploité, sait que la société est une inégalité, mais qui à un moment décide de ne plus savoir ça. C'est-à-dire finalement de ne plus en quelque sorte jouer le rôle de celui qui sait précisément ce qu'il doit faire et qui décide de faire un peu précisément ce qu'il ne peut pas faire. Merci beaucoup. On a peut-être abordé au loin la liberté, mais vous l'avez abordé sans qu'on vous pose des questions. C'est bien. Peut-être une question que je ne vous ai pas forcément vu aborder, mais on parle pas mal d'égalité des chances aujourd'hui, et on a tendance à opposer l'égalité des places et l'égalité des chances. C'est notamment ce que fait le sociologue François Lubé, qui affirmerait qu'effectivement il y aurait un dépassement de cette égalité des places, et qu'on aurait aujourd'hui une société qui serait basée sur l'égalité des chances, en partant aussi sur ce concept d'égalité des chances, où on partirait tous sur la même ligne de départ à l'école. Ok. Bon, je pense que le problème, c'est que l'égalité des places, l'égalité des chances, disons, ça repose sur une même idée de l'égalité, à savoir de l'égalité comme une mesure. Voilà, bon, l'égalité, c'est une mesure de quantité, quoi. Il y a ceux qui ont tant, et puis il y a ceux qui ont plus, il y a ceux qui ont moins. Ça, c'est la vision, on peut dire, classique, quoi, de l'égalité. Effectivement, qui notamment a conduit à toutes ces problématiques un petit peu interminables sur, effectivement, réduire les inégalités. C'est-à-dire, voilà, on pense toujours, voilà, il y a une espèce de disproportion, il y a un segment qui est plus long que l'autre, quoi, et comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à ce que les deux segments soient égaux, quoi. Bon, je pense que c'est effectivement un problème absolument sans espoir. Sans espoir, parce que le problème de l'égalité, peut-être n'est pas d'abord de l'ordre de l'avoir, mais de l'ordre de l'être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mesurer la quantité de biens, de poids, de chances qui revient aux uns et aux autres. Il ne s'agit pas de couper en quelque sorte les parts de substance commune. Je dirais qu'il s'agit de cette substance commune elle-même. C'est-à-dire que égalité et inégalité, c'est pas, voilà, ce ne sont pas deux segments inégaux, deux segments de la ligne droite. Ce sont proprement deux manières de concevoir le commun lui-même. Il y a un monde commun de l'inégalité, qui est justement d'abord une manière de séparer en quelque sorte, de séparer ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et voilà, pendant très longtemps, on séparait les hommes actifs des hommes passifs. Voilà. Et on avait un monde commun comme ça, un monde commun où il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, et ceux qui savent, ils apprennent ceux qui ne savent pas, ceux qui peuvent, ils commandent ceux qui ne peuvent pas, et puis ainsi de suite. Bon, par rapport à ça, je dirais que le monde commun de l'égalité, c'est un monde commun qui est fondé sur quoi? Sur la présupposition d'une capacité qui appartient à n'importe qui. C'est-à-dire une capacité qui est en quelque sorte comme extérieure, précisément à tout ce jeu des capacités inégalement réparties. Donc voilà, et pour moi, disons, la question de l'égalité, c'est ça qui est fondamental. La question de l'égalité, c'est quelle capacité on suppose aux uns et aux autres d'intervenir comme agents du monde commun, d'intervenir comme agents de la transformation de leur propre monde. Donc, ce qui fait que, oui, l'égalité, c'est quoi? On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est un principe. C'est un principe, on présuppose, mais bon, il n'y a pas de preuve, on présuppose qu'il y a une capacité qui est égale à tous, qui est partagée par tous. Et que, bon, pour qu'il y ait un monde différent, il faut qu'entre en jeu cette capacité qui appartient à tous, qui peut être partagée par tous. Et puis après ça, on voit ce qui peut être fait à partir de cette présupposition. Quel type d'acte, quel type finalement de partage du savoir, quel type de monde commun on peut construire à partir de là. Voilà donc, ce que je pourrais dire effectivement sur chance ou place. Je dirais que c'est ni chance ni place, c'est finalement qu'est-ce qu'on croit n'importe qui capable ou incapable de faire. Et justement, cette question de l'égalité, vous la pensez aussi au travers de la démocratie. Dans vos ouvrages davantage tournés vers l'émancipation dans le champ politique,
Vous affirmez que nous ne sommes pas dans une démocratie au sens où vous l'entendez, comme processus d'égalité, si vous me permettez de le nommer tel quel. Pourriez-vous nous dire en quoi notre fonctionnement politique actuel est loin d'être du coup ce processus d'égalité? Qu'est-ce que vous avez politique actuelle? Notre origine politique. D'accord. Bon, je crois qu'effectivement, il faut arriver pour le coup, à prendre une sacrée distance avec des expressions comme en démocratie ou nos démocraties, qui sont en même temps les expressions qui fleurissent, à savoir est-ce qu'on est ou est-ce qu'on n'est pas en démocratie. Je crois que bon, la démocratie, c'est pas un lieu qu'on habite, c'est pas un territoire dont on fait partie, et c'est pas non plus un système. Un système en quelque sorte auquel on participe. Bon, il faut se souvenir que voilà, la démocratie au départ, je dirais que il faut la penser en deçà en quelque sorte de toute question d'institution. La démocratie, c'est d'abord une pratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Si on veut la ramener à son noyau premier, c'est l'exercice d'un pouvoir qui est le pouvoir des égaux. C'est le pouvoir des égaux en tant que tel. Bon, ça c'est quelque chose qui est très important, parce que ça veut dire qu'on admet qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une capacité d'agir qui précisément, je reviens là, vient en supplément de toutes les capacités qui sont en quelque sorte reconnues et qui définissent justement, on peut dire, un partage entre ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Dans les lois de Platon, il y a un moment où on se demande voilà, comment est-ce qu'on va organiser le gouvernement de la cité après un grand déluge qui fait que tout l'ancien système a disparu. Et à ce moment-là, Platon fait une sorte de recension un peu de toutes les formes d'autorité qui existent. Il y a des autorités qui sont en quelque sorte... il y a toute cette série d'autorités qui, on peut dire, sont déjà là, déjà données. Bon, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les riches et il y a les pauvres, il y a les savants et il y a les ignorants. Voilà, il y a toute une série en quelque sorte de formes de supériorité qui, en quelque sorte, fondent des types de pouvoir. Et puis au bout de la liste, il y a disons, un pouvoir mystérieux, un peu extravagant, que Platon appelle le choix du Dieu. Le choix du Dieu, c'est-à-dire le choix du hasard, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie, c'est au fond le pouvoir exercé là où il n'y a aucune capacité en quelque sorte spécifique, aucune autorité spécifique. C'est proprement le pouvoir de ceux qui n'ont aucune capacité spécifique à exercer le pouvoir. Et également, aucune capacité spécifique à être, disons, les objets passifs du pouvoir. Donc la démocratie, c'est d'abord ça, une espèce de pratique en quelque sorte des égaux en tant qu'égaux, c'est-à-dire, au fond, le pratique en tant qu'est, dire, actualisée dans l'action, dans l'action de ceux qui dire, voilà, mettre en œuvre cette capacité. Alors, il a pu arriver historiquement que ça se concrétise dans des institutions spécifiques, quoi. Bon, bien sûr, Platon vit à une époque où la démocratie est un système qui fonctionne dans sa cité, quoi. Qui fonctionne dans sa cité, à savoir, bon, le fait que, bon, il y a l'Assemblée du peuple. L'Assemblée du peuple, elle va désigner des gens auxquels elle fixe des tâches d'exécution, mais pour un temps extrêmement limité, quoi, pour 6 mois. Et disons, et elle leur donne comment? Elle leur donne par tirage au sort, puisqu'on est des égaux, il n'y a pas, disons, de capacité qui sépare l'égal de l'égal. Donc là, disons, il y a un tirage au sort, disons, par lequel l'Assemblée va, va en quelque sorte confier son pouvoir à des magistrats qui auront des tâches spécifiques. Mais donc, en même temps, qui vont être là pour un temps très court et sous le contrôle, sous l'autorité de l'Assemblée. La démocratie comme forme d'institutionnelle, c'est ça. C'est ça. Il est clair que c'est absolument pas ça qu'on a chez nous. Que les régimes sous lesquels nous vivons n'ont absolument rien à voir avec la démocratie entendue au sens strict, quoi, comme forme de gouvernement. Bon, alors on dit, oui, mais il y a plusieurs sortes de démocratie, on est en démocratie représentative. Bon, ok, mais démocratie représentative, c'est un terme que
c'est une notion qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que malgré tout, originairement, démocratie et représentation ne sont pas du tout des choses qui vont ensemble. Originellement, démocratie et système représentatif, ce sont des antagoniques. C'est-à-dire les gens qui mettent en place au XVIIIe siècle, et d'abord aux États-Unis, le système représentatif, c'est des gens qui ont une obsession en tête, à savoir empêcher la démocratie, à savoir empêcher que, disons, la République, ou disons les républiques associées qu'on vient de créer, ne soient soumises à ce qu'ils appellent la tyrannie des masses ou la tyrannie des majorités. Donc, le système représentatif, c'est pas simplement quelque chose, comme on nous dit souvent, qui est lié au fait qu'on est trop nombreux, donc il faut forcément qu'il y ait un champion statistique, donc voilà, on va élire des gens pour nous représenter. Non, c'est pas du tout ça. Au départ, les représentants dans ce système-là, c'est pas les gens qui représentent, je veux dire, la population entière, qui représentent le peuple, la population, ainsi de suite. Non, les représentants, c'est des gens qui, je dirais, sont eux-mêmes représentatifs. C'est-à-dire des gens qui sont capables de représenter les intérêts généraux d'une société. Pourquoi? Parce que ils ont fait plus d'études, parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils sont propriétaires, et comme propriétaires, ils voient très bien le rapport, disons, entre l'intérêt de l'individu et celui de la collectivité. Donc voilà. Et donc c'est un système qui se construit, on dirait, contre quelque chose qui est redouté, à savoir le pouvoir de la démocratie. Le pouvoir des démocraties, on peut dire que voilà, pendant très longtemps, dans ce sens-là, la démocratie n'est pas pensée comme une forme institutionnelle. La démocratie est pensée comme une espèce de forme de pouvoir diffus qui est le pouvoir de la masse. Et bon, le pouvoir de la masse, disons, pendant très longtemps, on le pense de deux manières. C'est soit le pouvoir effrayant un petit peu disons, de la masse déchaînée, des gens qui précisément n'ont pas de propriété, n'ont pas fait d'études, n'ont pas le sens de ce qu'il faut faire et pas faire, par conséquent menacent en quelque sorte de tout casser. Ou bien, et bon ça c'est le moment de vie, le 19e siècle, la démocratie, on pense la démocratie c'est le pouvoir, au fond, c'est une forme sociale d'égalité des conditions, c'est quand même un truc un peu, disons, malgré tout une formule qui est un peu amusante, l'égalité des conditions, dans la France de Tocqueville, bon, il faut le vouloir. En tout cas, ça veut dire seulement qu'il n'y a plus de casse, c'est tout ce que ça veut dire. Donc voilà, et on pense, mais à ce moment-là, c'est le grand argument de Tocqueville, l'argument qui aussi, disons, circule dans le monde dit libéral, précisément ces individus, disons, c'est l'émiettement des individus finalement qui sont contents de leur sort, pour eux l'égalité, c'est pouvoir jouir un petit peu de leur petite fortune, de leur petit mode de vie tranquillement, et par conséquent, du même coup, ils ne s'occupent plus de la communauté, ils ne s'occupent plus des grandes vertus politiques, ainsi de suite. Donc voilà, on a cette espèce de tradition en quelque sorte où le système représentatif se pense comme le bon gouvernement opposé au pouvoir des masses, la démocratie comme pouvoir des masses, comme pouvoir des masses, qui est on peut dire, représenté sous ces deux formes, soit le déchaînement des foules. Il faut se penser, quand on pense, disons, fin du 19e, le moment de la commune, les grands trucs sur le pouvoir des foules, les leaders, de grande folie qui en même temps a été un moment important de la science sociale, précisément un petit peu, le moment de Lebron, le moment, où on réfléchit sur cette espèce de déchaînement des foules, et bien de l'autre côté, le contraire, en quelque sorte, la passivité de l'individu qui se laisse aller. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie, c'est-à-dire au sens où nos institutions ne sont pas des institutions démocratiques, mais ce n'est pas non plus vraiment des institutions représentatives, parce que malgré tout, le système représentatif supposait qu'il y avait une espèce de proximité entre les gouvernants et les gouvernés. Bon, les gouvernés, n'était pas nombreux, disons, les mandataires et les mandants, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il y avait une proximité, un contrôle, un renouvellement des gouvernants, et tout ce qui va avec. Or, on n'est pas non plus dans un système représentatif. Le système représentatif supposerait qu'il y ait effectivement une rotation un petit peu des gens qui exercent les fonctions, qui est des limitations, qui est un contrôle permanent. Tout ça n'existe pas.
ça n'existe pas. Bon, on est, on peut dire, voilà, dans une espèce de système de monarchie accompagnée effectivement d'un système électoral qui, en gros, fait fonctionner, on peut dire, un critère qui est tout cas un critère de Platon, à savoir que, disons, le pouvoir revient à ceux qui le veulent le plus. Ce qui est évidemment à la fois le critère ordinaire et en même temps, bien sûr, le pire critère. Il n'y a pas de gouvernement, des gens qui veulent le plus gouverner, que les autres. Voilà, donc on est dans cette espèce de système-là qui s'appelle démocratie représentative, bien qu'il soit ni démocratique ni représentatif, mais on vient un système qui va justement on peut dire un système, on peut dire, d'oblitération de tout ce qui peut être précisément un pouvoir des égaux, au sens d'un pouvoir qui exerce la capacité de n'importe qui. Bon, dans ce contexte-là, on a vu se réaffirmer cette haine de la démocratie, donc, citier, sur lequel j'avais fait ce petit livre il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que, je dirais que, bon, d'un côté, on a tout d'un coup des gens se mettre à dire attention à la démocratie. Alors, dans ma jeunesse, la démocratie, on disait c'est bien, il y a la démocratie, c'est notre système, élection, droit de l'homme, et ainsi de suite, et puis en face, il y a totalitarisme, ça c'est affreux. Et puis dans les années 80, il y a des gens qui ont commencé à dire c'est pas si bien que ça, démocratie, c'est le règne des individus isolés, c'est le règne des masses, la consommation des individus de masse, et par conséquent, disons, voilà, il faut partir en guerre contre la démocratie. Alors on a vu effectivement en quelque sorte cette espèce de nouvelle poussée, de grande poussée intellectuelle dénonçant la démocratie, mais c'est-à-dire en fait dénonçant essentiellement l'égalité, l'idée d'une capacité qui appartient à tous, et en même temps la dénonçant, disons, sous ce masque en quelque sorte, de dire c'est une forme sociale qui nous menace. D'un côté, les individus sont comme ça, avachis, sont devant la télé, ils pensent qu'à leur petit plaisir, ils pensent qu'aux marchandises, qu'à la consommation, disons, voilà, qu'au narcissisme, au souci de soi, et ainsi de suite, Et puis de l'autre côté, il y a les masses déchaînées, Et on voit bien, il y a eu ce moment, au moment des émeutes de 2005, où les deux sont conjoints, c'est-à-dire que, disons, la haine de la démocratie, ça a été la haine, justement, de jeune de banlieue qui casse tout. Pourquoi parce que, c'est le consommateur malheureux, le consommateur qui ne peut pas consommer, par conséquent, casse tout, parce qu'il est frustré de ne pas pouvoir consommer, Donc, voilà, disons, ce que je peux dire par rapport à la démocratie, disons, l'usage du mot, et pourquoi, en quelque sorte, à la fois on nous dit qu'on est trop en démocratie, et en même temps on nous dit que la démocratie c'est un truc très très dangereux finalement. Donc cette fois-ci, la question va porter sur votre livre La nuit des prolétaires. Donc dans votre ouvrage, la nuit devient le symbole de ce temps volé aux ouvriers. Ils se mettent à utiliser ce temps pour s'émanciper, notamment au travers de l'art et de la littérature. Mais dans le contexte actuel, où le temps libre est souvent accaparé par des divertissements de masse ou des obligations professionnelles toujours plus envahissantes, l'émancipation intellectuelle et politique est-elle encore possible et si oui, comment? Je me rappelle préalable, c'est-à-dire, ce qui me paraît important, c'est quand on parle de temps ou d'absence de temps, encore une fois, il ne s'agit pas simplement, au fond, de mesurer des portions disponibles dans le déroulement horizontal du temps. Ce qui est en jeu, c'est aussi une hiérarchie des temporalités, une hiérarchie des manières de vivre le temps. Bon, là encore, les philosophes anciens sont utiles parce qu'ils disent franchement, ils disent clairement les choses que, disons, de nos jours, on ne dit plus clairement. Parce que, Platon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les ouvriers, ils ne peuvent pas quitter leur atelier. Pourquoi? Parce que le travail n'attend pas. Le travail n'attend pas, donc ils ne peuvent pas être ailleurs, ils ne peuvent pas faire autre chose que leur travail. Et on voit bien que ce n'est pas une constatation empirique. Le travail, il attend souvent, et souvent on attend le travail. Ça veut dire celui qui a la condition du travailleur, c'est la condition de celui qui, par définition, n'a pas le temps. N'a pas le temps de faire autre chose que ce qu'il fait. De la même manière, disons, voilà, Aristote, distingue deux types, finalement, en quelque sorte, d'interruption du temps. Il y a une interruption de l'activité. Il y a le loisir. Le loisir, c'est précisément le propre de ceux qui ont du temps. Et puis, il y a la pause ou la récréation.
Et ça, c'est le truc pour les travailleurs. C'est le truc précisément pour les gens qui ont besoin de s'arrêter de temps en temps pour recharger leurs écus, pour reprendre le travail après. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte comme une espèce de partage, à la fois un partage a priori, c'est pas quelque chose d'empirique, et en même temps un partage a priori en quelque sorte, et on peut dire constamment confirmé dans le monde sensible, dans la réalité sensible. Par conséquent, la conquête du temps dont je parle dans la vie des prolétaires, c'est pas simplement, disons, le fait que les gens essayent de prendre un peu sur le temps libre, sur le temps qui leur reste. C'est qu'ils essayent, disons, de participer à ce temps qui leur est refusé. Pas d'avoir un peu plus de temps, mais d'avoir le temps des autres, c'est-à-dire le temps des loisirs, le temps de ceux qui, en quelque sorte, n'ont pas justement à mesurer, n'ont pas à compter les heures. Ça veut dire que, voilà, il s'agit, au fond, de transgresser, en quelque sorte, la manière d'être qui leur revient. Un travailleur, c'est quelqu'un, en quelque sorte, à qui le temps dit tout le temps ce qu'il doit faire. Et bon, s'il décide, en quelque sorte, de renverser les choses, bon, c'est comme une espèce de brutalité, finalement. Bon, il décide, bon, et en l'occurrence, c'est une décision un peu radicale, puisque, ils prennent ce temps en quelque sorte, ils prennent ce temps sur leur nuit. Normalement, il y a le jour où on travaille, et puis la nuit, on se repose, et puis comme ça, on repart le lendemain. Et puis eux, ils décident de prendre du temps sur leur nuit pour lire, pour se réunir, pour travailler, pour écrire, pour faire des poèmes, pour faire des journaux ouvriers, et ainsi de suite. Et bon, c'est pas simplement, encore une fois, gagner du temps, c'est proprement, véritablement, transformer en quelque sorte le temps, le mode de temporalité dans lequel on vit. Donc voilà, la manière la plus radicale, bien sûr, c'est justement de remettre en cause ce partage même du jour et de la nuit, de déplacer la ligne de partage du jour et de la nuit. Bon, ce qui est aussi une manière de transformer même le temps du travail lui-même. Donc, j'avais travaillé beaucoup sur les textes de l'ouvrier Gueny, qui écrit des textes un peu la journée de travail à l'atelier, journée de travail à la tâche. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que il met le temps, le principe, le temps de travail, précisément, c'est le temps, ça continue, on fait toujours la même chose. C'est la répétition, le temps qui commande. Alors lui, il fait autre chose, il décrit en quelque chose la journée de travail comme un temps où il arrive toujours quelque chose à chaque heure, il y a comme une espèce d'incident qui arrive, une espèce de rapport différent de l'ouvrier à son travail, de l'ouvrier à ce qu'il pense, de l'ouvrier à celui qui n'est pas à côté de lui, de l'ouvrier à ce qui se passe par la fenêtre, ce qu'il voit par la fenêtre, donc au monde extérieur, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est presque rien, mais c'est ce presque rien en quelque sorte qui est déjà comme une espèce de rupture par rapport au temps dans lequel l'ouvrier est censé vivre. C'est-à-dire que l'émancipation, c'est quoi? Au fond, c'est on crée en quelque sorte une autre forme du temps. Une autre forme du temps où, disons, au fond, il y a quelque chose comme une autre forme de gain, à savoir un gain de liberté. Donc, il crée une espèce véritablement un petit peu d'économie du temps où, à chaque heure, ce qui se présente, c'est pas simplement, disons, une chose à faire, mais ce qui se présente, c'est un gain possible en termes de liberté. Donc, quelque chose, justement, qui est autre chose que la pause. La pause, si on s'arrête, et puis comme ça, on sera mieux armé pour repartir. Non. Disons, le gain, la conquête du temps, ça veut dire un usage du temps qui va fixer une espèce d'autre temps. Alors ça, je le décris au niveau individuel, à travers ces textes ouvriers. Et après, on sait que ça a pris une forme un peu institutionnelle dans la tradition des mouvements ouvriers, à savoir vraiment une sorte précisément de création d'une multitude de formes d'usage émancipateur du temps, journaux, clubs, théâtre prolétarien, université populaire, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, ça c'était un peu le temps du capitalisme industriel, qui était aussi le temps en quelque sorte où il y avait précisément une sorte de délimitation claire du temps, et en même temps un pouvoir, disons, de ceux qui décidaient de créer une forme de temps. Bon, le problème aujourd'hui avec les formes de temporalité actuelles, c'est du processus de travail. Bon, c'est pas vraiment la question du divertissement, c'est pas très important, parce que c'est la question qui ça a toujours lieu, quoi. Bien sûr, mais le problème, je dirais, c'est précisément que, disons, les lignes
les lignes de partage du temps, disons, elles sont désormais, on peut dire, déplacées constamment et déplacées par le pouvoir exploiteur lui-même. C'est-à-dire que c'est plus les travailleurs, c'est proprement les capitalistes, c'est le capital en tant que machine globale qui décide en quelque sorte de combien de temps et à quel moment on va disons, employer quelqu'un, à quel moment on va lui dire de rentrer chez lui, à quel moment on va éventuellement lui donner une indemnité de chômage, et surtout, et bien sûr aussi, c'est bien sûr la machine globale qui crée ce temps qu'on connaît bien maintenant, à savoir un temps où justement il n'y a plus de limite, quoi. Notamment avec le télétravail bien sûr, c'est-à-dire on ne sait plus très bien quand le temps de travail commence et quand le temps sans travail, quand le temps dit libre commence. Donc l'individu doit être constamment disponible en quelque sorte pour produire du travail et du profit. C'est-à-dire qu'on revient en quelque sorte à une espèce de situation un petit peu initiale, on peut dire que le temps est ce qui dit au travailleur ce qu'il doit faire. Sauf bien sûr, il y a quelqu'un au-dessus qui dit en quelque sorte ce que le temps doit lui dire. Et encore une fois, c'est pas seulement une question de mesure en quelque sorte, de petits bouts de temps, c'est une question au fond de formation d'un type d'individu qui doit être disponible pour produire toujours du travail et du profit. Qui doit n'avoir jamais le temps. On va poser une dernière question et puis après on va passer la parole à la salle. Je me permets de faire l'avocat du diable pour cette dernière question de la Francière. Si je me permets de vous paraphraser très grossièrement, pour vous, Pierre Bourdieu, finalement, empêche de penser toute possibilité d'émancipation. Mais est-ce que vous, quelque part, en appliquant cette méthode Jacotot, qui nous dit que vous n'avez rien à nous apprendre, est-ce que vous ne tombez pas quelque part là où Bourdieu pouvait tomber dans un misérabilisme, dans une forme de populisme? Donc vous me renvoyez à la question Bourdieu, donc j'essaie d'y répondre sans polémique et sans acrimonie, quoi. Voilà, effectivement. Oui, non, mais je me suis occupé, de Bourdieu dans un contexte particulier, et aussi, disons, à un moment spécifique de mon travail. C'est-à-dire que c'était aussi un moment spécifique peut-être de la place que pour la sociologie en général et Bourdieu en particulier tenait un petit peu dans l'univers du savoir et dans ce qu'on pourrait appeler la politique du savoir. Bon, j'avais travaillé, ce dont je viens de parler, à savoir la façon dont, disons, dans les années 1830-1840, disons, des ouvriers décident de s'émanciper, pas au sens de décider de lutter pour être émancipés plus tard, mais décident de commencer dès maintenant à vivre autrement, c'est-à-dire à ne plus penser, agir, parler et ainsi de suite, comme les ouvriers que le système de domination et d'exploitation réclame. Et bon, donc c'est des gens qui essayent de s'approprier en quelque sorte ce qui est le domaine réservé des autres, le savoir, la poésie, ce qu'on peut appeler la jouissance esthétique, bon, voilà. Le moment où se crée l'association ouvrière, c'est aussi le moment où il y a ce phénomène qui s'appelle la poésie ouvrière. Les ouvriers décident qui peuvent faire de la poésie. Quoi. Ils peuvent faire de la poésie, sauf que ce que les gens attendent d'eux, c'est de la poésie populaire. C'est-à-dire, il y a là des chants du travail, des chants pour les fêtes populaires, et pas du tout, ils font de la grande poésie. Et tout le monde leur dit c'est horrible, etc. C'est pas ça que vous avez à faire, en plus vous faites très mal, vous feriez mieux de rester là où vous êtes. Bon, je rappelle un petit peu tout ça parce que, voilà, disons, je travaillais sur ce contexte où en quelque sorte des gens qui se libèrent, on peut dire, de leur assignation à un mode d'être spécifique, en entrant, disons, sur un domaine qui est leur domaine qui n'est pas le leur, ils n'ont pas rentré, ils ne sont pas occupés à savoir, les jouissances intellectuelles, les jouissances du travail, de la poésie, de l'esthétique, et ainsi de suite. Voilà, c'était un peu ça, si vous voulez, la vie des prolétaires, au fond, comment, en quelque sorte, il y a une espèce d'émancipation esthétique et intellectuelle qui est le cœur de l'émancipation sociale elle-même. Alors qu'habituellement, on oppose les deux. Il y a l'esthétique, ça c'est pour les... Voilà, l'esthétique c'est pour les esthètes, c'est-à-dire pour les bourgeois, quoi. Et puis il y a le social. Le social, ça c'est pour le peuple, c'est pour les travailleurs. Or, bon, j'ai essayé un petit peu de démonter ça, pour dire qu'il y a de l'esthétique précisément au cœur du mouvement social. Bon,
là-dessus, je tombe, effectivement, c'était au moment où je finissais donc, ce travail, qui rentre à une thèse en même temps, je tombe sur la distinction. Sur la distinction, à savoir, un livre qui explique presque là où, disons, il y a des malheureux gens du peuple qui s'imaginent qu'ils vont avoir accès aux jouissances de la poésie, de la pensée, de l'art, ils se font avoir. On leur fait croire qu'ils vont pouvoir rentrer dans ce domaine-là, mais il faut qu'ils sachent que non, qu'ils n'y peuvent pas. Et pour ça, qu'est-ce que Bourdieu, disons, met en place? C'est des systèmes de questionnaires. Bon, voilà, on veut montrer, par exemple, que les ouvriers, ils n'ont pas accès à la grande musique. Déjà, quand on parle de grande musique, on va dire qu'on crée la distance, qui fait que les gens se disent, grande musique, c'est pas pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que, disons, voilà, en même temps, on va en quelque sorte évaluer le rapport des gens du peuple à la musique, et particulièrement à la grande. Le problème, c'est que on le fait sans leur faire entendre de musique. C'est-à-dire, quand on fait entendre de la musique à des gens qui ne sont pas habitués, ça crée toutes sortes de réactions, et des réactions très, 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 très contradictoires. L'exemple que je cite dans l'exemple de ces pauvres, de ce pianiste argentin, Miguel Ángel Estrella, qui décide comme ça, avec son piano, d'aller s'installer dans un village andin, comme ça, il commence à jouer. Il essaye de jouer ce qui, à son avis, doit pouvoir plaire le plus, disons, des paysans un peu arriérés, quoi. Puis ça ne marche pas. Et puis comme à un moment donné, il dit bon, c'est pas la peine, il se met à jouer du Bach. Et à ce moment-là, c'est la grande révélation, et ce public, qui évidemment ne sait même pas ce que c'est que la grande musique, trouve ça formidable, vraiment Bach, c'est vraiment l'enfant du peuple, un père du peuple à la fois. Bon, qu'est-ce qui est intéressant là, précisément, si on fait entendre de la musique, on ne sait jamais très bien la réaction que ça produit, finalement. On ne peut pas dire en quelque sorte, voilà, il y a bien l'exclusion, je vous la prouve. Donc, à la place, ce que fait Bourdieu, c'est créer, ce qu'il faisait à l'époque, donc c'est faire des questionnaires où effectivement on demande aux gens de dire s'ils pensent oui que la grande musique est, s'ils aiment ou pas la grande musique. Et il y a des questionnaires où il y a des réponses en quelque sorte qui sont stéréotypées, un petit peu, et avec éventuellement des pièges, parce que bon, les ouvriers qui sont quand même quelquefois un peu malins peuvent se dire il faut que je dise que j'aime la grande musique, on ne comprend pas pour un pouc. À ce moment-là, alors Bourdieu, le type qui fait le questionnaire, il complique la question. Donc on lui fait cocher oui ou non à une affirmation qui est j'aime beaucoup la grande musique, par exemple les valses de Strauss. Bon, tout type qui s'y connaît sait que la valse de Strauss c'est pas la grande musique, mais c'est fait pour piéger le type, pour piéger l'ouvrier qui voudrait faire croire qu'il est capable d'apprécier la grande musique. Bon. Alors là, moi j'ai interagi dans ce contexte-là, si vous voulez, ce contexte un petit peu, voilà où il y a d'un côté, l'expérience historique de gens qui, effectivement, se mettent à aimer ce qui n'était pas pour eux et qui, même, vont créer une espèce de capacité à la fois individuelle et collective. Se crée précisément le mode d'être ouvrier, qui n'est pas le mode d'être ouvrier qu'on attend d'eux, quoi. Et puis, j'ai en face cette science qui dit, de toute façon, ils se font toujours avoir. Et moi-même, disons, je suis le premier à essayer de les avoir, disons, par mes questions pièges. Donc voilà, moi j'ai un petit peu réagi par rapport à ça. À savoir, en essayant de dire, il n'y a pas d'émancipation sociale qui commence en partant de l'incapacité, de l'inégalité. L'émancipation n'est pensable qu'à partir de l'idée d'une capacité, de l'idée qu'on peut accéder à ce à quoi on précise qu'on n'a pas accès. Donc voilà, j'ai en quelque sorte donc construit ce chapitre du philosophe et ses pauvres, en gros sur ce thème-là, à savoir, il y a Platon qui dit que chacun doit rester à sa place. Parce que la travail n'attend pas, et que le cordonnier n'a pas à faire de philosophie. Quoi. Et puis il y a, disons, de notre temps, des sociologues de gauche, progressistes, etc., qui sont pour le peuple et pour ses émancipations éventuellement, mais qui, en quelque sorte, confirment disons, le diagnostic de Platon, disons, n'essayez pas de faire ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui n'est pas pour vous. Donc, voilà. Alors, bon, ça ne veut pas dire
disons que voilà, tout le monde s'y connaît, tout le monde est juge, voilà, il n'y a pas de problème. L'égalité des intelligences, donc le thème que j'ai repris de Jacotot, ça ne veut pas dire que tout le monde fait les mêmes performances, ou bien tout se vaut. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, bon, finalement, la toile du type qui barbouille et puis la toile du maître, c'est pareil, la performance intellectuelle du type qui bredouille, la performance intellectuelle du type qui a étudié les choses, c'est pareil. Non, l'égalité des intelligences, encore une fois, ça veut dire on présuppose qu'il y a une capacité égale et qu'on peut la mettre en œuvre. On a un système social, scolaire, éducatif qui est fondé sur une égalité, sur l'idée que précisément il y a ceux qui ne savent pas et donc il y a des procédures, des protocoles spécifiques par lesquels on amène ceux qui ne savent pas à savoir. Disons, le père de l'émancipation intellectuelle, Jacotot, dit vous prétendez réduire l'inégalité comme ça, mais non, vous la reproduisez à chaque instant, il y a un type qui est devant, là, qui tire derrière lui l'ignorant, disons, en disant jamais le savoir, mais bien sûr, à chaque étape, en quelque sorte, on reproduit la situation d'inégalité. Du non, il faut partir du contraire. Celui que vous appelez ignorant, pour l'enfant que vous accueillez à l'école, et donc vous allez lui apprendre tout depuis les premiers éléments, vous oubliez une chose, à savoir qu'il sait déjà parlé, à savoir qu'il a déjà appris la langue maternelle. La langue maternelle, il a appris sans que personne ne lui apprenne. Il a appris comme ça. Il a appris par hasard, il a écouté les gens, il s'est rappelé, il a fait une série de rapprochements, et finalement, il est arrivé à parler la langue sans que personne ne lui ait appris à parler sa langue. Et bon, il dit voilà, il y a quelque chose là qui est une capacité de n'importe qui à apprendre par soi-même, à apprendre sans qu'on l'explique, parce que si on l'explique, ça veut dire qu'on lui explique qu'il ne pourrait pas apprendre si on ne l'expliquait pas, et donc on reproduit indéfiniment l'inégalité. Il y a ça et ça. Bon, c'est quelque chose de. C'est pas une méthode d'enseignement, c'est une sorte de manière, en général, de lier une intelligence à d'autres intelligences, de lier une intelligence à toutes les manières, finalement, toute une structuration de la communauté. Donc l'égalité d'intelligence, ça veut dire, on parle, en pensant qu'on s'adresse à des gens qui vont comprendre ce qu'on leur dit. Parce que si on écrit, si on fait court, si on fait une conférence, si on parle à la radio en disant je parle des crétins, pas à quoi ça sert, c'est pas simplement, disons, une frustration. Je dirais que c'est en quelque sorte, au fond, une espèce d'abdication de l'idée même de la rationalité. Or, on sait comment, en même temps, ça fonctionne. Le nombre de fois, arrivant à la radio, on dit vous vous adressez au grand public. Le grand public, ça veut dire des crétins, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, vous êtes très intelligent, ça on le sait, vous êtes très fort, mais attention, vous avez parlé des crétins. Et nous, on sait que c'est des crétins. Par conséquent, voilà, adaptez-vous, mettez-vous à leur niveau et ainsi de suite. Bon, alors, je ne vais pas dire en face de ça, mais non, tout le monde en sait autant que moi, tout le monde est capable comme moi, c'est pas le problème. Je veux dire, je parle à des gens qui sont capables d'entendre ce que, quand je présuppose, qui sont capables d'entendre ce que je dis dire, quelles que soient les études qu'ils ont faites, quelle que soit leur origine sociale, et ainsi de suite. Donc voilà, on essaye de parler, pas simplement en cours, mais dans toutes les occurrences de la vie, comme quelqu'un qui s'adresse à des égaux. Alors c'est pas un coup de chapeau comme ça au peuple d'en bas pour dire ils sont quand même bien braves, non. C'est véritablement, c'est une condition même du travail, de la pensée, de l'écriture, c'est une idée même de la rationalité.